qui sont là devant nous et qui ont beaucoup contribué à la construction du Sénégal. Nous avons des professeurs d'université, un président de la Cour des comptes, M. Maguette Diop de Illico, qui est l'un des précurseurs des métiers de la banque assurance au Sénégal et du logement social, Monsieur le président de la CNES et d'autres amis et frères, Omar Ndir du secteur privé, mon ami Bassirouba aussi, quelques anciens collègues de l'APIX, j'ai vu Johnson Meng et ma sœur Jacqueline Fatima Bokoum, et ma sœur et amie Safi Diouf Ndiaye de la SONAGED. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier mon grand frère et ami Lansana Sakho pour l'opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous ces quelques années que j'ai passées à l'intérieur de l'État sénégalais, en l'occurrence au niveau de UCG, devenu SONAGED. J'avais pris la décision de ne pas prendre la parole, parce que c'est toujours gênant. Non seulement nous sommes assujettis à un devoir de réserve, mais il faut éviter de prendre des positions qui pourraient éventuellement gêner nos successeurs. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rendre hommage à la personne que moi j'ai remplacée à la SONAGED UCG et qui nous a quittés il y a moins de 2 mois, M. Ousmane Daw, un éminent cadre du ministère du Tourisme avec qui j'ai eu de très bonnes relations dans la continuité de l'action publique, que la terre lui soit légère. Maintenant, Lansana m'a demandé de parler de UCG. Je suis tombé à l'UCG un fameux jour de janvier 2020, plus exactement le 24 janvier 2020, à la suite d'une nomination par l'ancien président de la République. Mais je dois vous dire d'entrée de jeu que la carrière de quelqu'un qui vient du secteur privé, qui rejoint le secteur public, est déterminée, à mon avis, par les 5 premières minutes qui vont suivre votre passation de service. Parce qu'une fois que dépassé l'euphorie de la nomination avec les félicitations, vous devez entrer dans une logique d'éthique de responsabilité. Mais il faut un fait déclencheur. Ce n'est pas juste un vœu pieux. Comment on fait pour se mettre en position de responsabilité? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pensé à mon père, qui était un fonctionnaire. Mais j'ai surtout pensé à mon grand-père, qui était un ouvrier, qui était un bijoutier, qui était un illettré. Et moi, je me suis retrouvé, par le fait de l'histoire et la République du Sénégal, à diriger une société de 2400 Sénégalais. J'ai dans la salle un ami qui s'appelle Bassirouba, un ami de 35 ans. On a fait la même école. Il était plus brillant que moi et a même plus de diplômes que moi. Donc au moment où moi je me retrouve dans cette position, le premier réflexe, c'est d'aller vers ce que je pourrais appeler l'extension de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est ce qui vous rend complètement dingue. Vous me passerez le terme. C'est ce qui fait que vous allez avoir des garde-corps, avoir des 4x4, etc. Les gens vont vous faire croire que, à la faveur du décret présidentiel, vous pouvez agir négativement sur les vies des autres personnes. Donc si vous n'arrivez pas, dans les 5 premières minutes qui suivent votre passation de service, à éteindre cette ambition en vous, vous créez déjà les germes de l'échec. Une fois que vous passez cette étape, vous devez commencer à agir. Pour agir, il faut écouter. Bon, moi, je ne vous parlerai pas d'écoute active ou d'écoute passive, mais d'une écoute dépassionnée. J'ai chez moi un petit cahier vert dans lequel j'ai consigné tout ce que mes collaborateurs m'ont dit quand je suis arrivé à l'UCG, de bien et de mal. Tout ce que A, B et C m'ont dit sur X, Y et Z, et ce que X, Y et Z m'ont dit de A, B, C. J'ai tout noté dans un cahier. Et à partir de ça, je me suis dit, le plus important, c'est déjà d'avoir un plan d'action à court terme, basé sur ce que j'ai entendu et ce que j'estimais être les premières priorités. Mais toujours en mettant le facteur humain au centre de mon action. Donc ce que j'ai fait, j'ai convoqué les uns et les autres, et à chaque fois, j'ouvrais une page et je disais, bon, monsieur Bassirouba, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Est-ce que tu es partant pour qu'on essaie d'écrire une nouvelle page? Et bien évidemment que toutes les personnes ont adhéré. Ça a créé un effet de déclic et un challenge. Ensuite, ça a permis de mettre en place des plans d'action à court terme pour essayer de réveiller un peu la structure. Maintenant, deuxième phase, il faut essayer de se projeter dans une dynamique de changement. Et ça nécessite quand même de l'organisation, une bonne planification. Pour moi, le premier élément, c'est ce qu'on appelle en français la responsabilité. Mais moi, je préfère le terme anglophone, accountability. Il faut créer les conditions
pour que vos collaborateurs, vos partenaires sachent que vous êtes en pleine position de responsabilité. Le deuxième point, c'est le travail d'équipe. Et si je demandais tout de suite dans la salle la définition du travail d'équipe, croyez-moi, 99% des gens ne trouveraient pas la définition. Donc je demanderais peut-être aux plus jeunes d'aller regarder sur Google, parce que souvent, on pense que le travail d'équipe, c'est être à la disposition de ses collègues, c'est participer au groupe de travail. En réalité, la définition en Wolof du travail d'équipe est beaucoup plus pertinente que la définition française. La définition en Wolof, pour moi, c'est àndandoo liggéey te Yàlla tax. Il n'y a pas de contrepartie au travail d'équipe. En général, quand on parle de travail d'équipe, on le fait parce qu'on veut avoir une promotion, on le fait parce qu'on veut être bien vu. Tant qu'il y a une contrepartie attendue, il n'y a pas de travail d'équipe. Le troisième élément important pour moi, c'est le management d'innovation. Et chacun des deux termes vaut son pesant d'or. Quand on parle de management d'innovation, c'est trois choses. La première chose, c'est s'inscrire dans une logique d'innovation continue. La deuxième chose, c'est que cette innovation continue soit participative, qu'elle fasse participer tout le monde dans la société. Et la troisième chose la plus importante, c'est de le faire avec audace. Mais c'est une compétence technique. Ça, c'est hyper important. Quatrième de la vie d'une organisation, chaque employé doit avoir un objectif. La mise en place d'outils de planification. Donc tout ce que j'ai décrit, c'est bien avant la mise en place de business plans, de stratégies, de plans, etc. C'est vraiment faire du réveil organisationnel et stratégique, vision stratégique des plans d'action, etc. Maintenant, de manière pratique, je vais juste... Quand je parle de accountability, moi, quand j'ai pris l'UCG, tous les soirs, du matin. Ce n'est pas une fois en passant. C'est tous les soirs pendant 3 mois. Les hommes ont le luxe de faire un coup de balai, soulever la poussière et rentrer chez eux. Mais vis-à-vis de vos employés, c'est un exercice continu. Donc ça, pour moi, c'est une forme d'engagement. Recevoir aussi les employés, affronter les employés dans leurs difficultés, les trouver dans leur lieu de travail, effectuer soi-même les tâches dévolues à ses employés, c'est une forme d'engagement. C'est comme ça qu'on en est arrivé à promouvoir le travail nocturne et aussi beaucoup travailler sur les innovations. Donc, le deuxième point, travail d'équipe, j'en ai parlé tout à l'heure, les innovations. Donc, comme vous l'avez constaté, la première innovation à laquelle on a pensé à la SONAGED, c'était le service client. Vous avez une panne d'électricité ou d'eau, vous avez au moins un numéro pour appeler. Il n'y avait pas de service client. Donc on a mis en place un service client qui s'appelle Allo Déchets, ensuite des produits connexes comme Allo Grava, les points de regroupement normalisés. D'ailleurs, Monsieur le Président, on s'était fait épingler par la Cour des comptes, qui fonctionne bien au Sénégal, qui nous a dit qu'il faut démontrer le rapport qu'il y a entre la réalisation d'un point de collecte et la lutte contre la Covid. Donc on a sorti des arguments scientifiques pour faire enlever cette observation qui avait été faite par la Cour des comptes et beaucoup d'autres innovations, les tenues du personnel, l'assurance maladie, parce que dans le service public, souvent, on minimise un peu. On ne veut pas d'IPM, on veut une assurance maladie, on veut que les gens aient assez de fierté, le même niveau de fierté que celui qui travaille à la Sonatel. Donc on a pu mettre en place une batterie de mesures qui nous ont aidés à créer un peu les conditions, améliorer les conditions de travail des agents de nettoiement. Et ensuite, plan stratégique, on a travaillé la gestion des déchets et il a été fait par le même cabinet Performance qui a réalisé 50. Mais tout ça, on le fait à l'intérieur de contraintes aussi, qui sont des ministres politiques, vous n'avez pas le même agenda. Donc vous devez faire beaucoup de compromis sans pour autant vous compromettre. C'est un exercice extrêmement difficile. Vous avez les moyens financiers, il n'y en a jamais assez. Moi, le 24 janvier, j'ai fait ma passation, on m'a dit la moitié du budget est fini. Parce que le budget payer les dettes de l'année N-1. Bon, j'ai dit, mais je pars en courant, je fais quoi? On m'a dit, c'est ce que vous avez comme budget. Sur l'efficacité des procédures. Et enfin, vous avez quand même des facteurs catalyseurs, la contraction. C'est hyper important de considérer les gens, surtout les personnes qui travaillent dans des métiers précaires comme ça. Peut-être certains d'entre vous ont déjà dû voir un spot par un agent de nettoiement aurait été mal vu. Donc c'est moi-même qui ai joué l'argent dans la rue pour leur démontrer à eux que c'était
un mauvais comportement. Ça aussi, ça nous ramène à l'élément premier de accountability. Il faut savoir donner de votre personne si vous voulez que les gens vous suivent. Les universitaires qui viennent embrasser des métiers dans le nettoiement avec une perspective de carrière. Ça, vraiment, si je devais... Mais aussi le doublement des volumes de déchets collectés au Sénégal en 3 ans, l'augmentation des salaires de ceux qui sont en CDI de 20%, de l'ordre de 20 à 29% pour chacun. Mais surtout, nous avions à l'époque à peu près 1 millier de personnes, 940 personnes, qui étaient des journaliers depuis 7 ans. Et l'État du Sénégal était dans l'incapacité de recruter de nouveaux agents. Donc on a mis en place un service commercial pour vendre les prestations de collecte de déchets à la Sonaged. Donc en 2019, la Sonaged faisait 15 millions de chiffre d'affaires commercial par année. En 2023, on a fait 1,6 milliard. Et j'avais écrit au président de la République, Macky Sall, pour lui dire, bon, on a besoin de 500 millions pour donner des CDI à ces 943 Sénégalais qui sont là depuis 5 ans et qui sont des journaliers. Il a marqué son accord et on utilise ce budget-là pour payer ces Sénégalais. Donc maintenant, il faut bien que j'en parle. Bon, je pense que les universitaires, que je remercie aussi, membres du Présidium, sont largement revenus là-dessus. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est un cri du cœur. Lansana, il a parlé pour des personnes comme nous. Il nous a donné l'opportunité aussi de parler. Parce que quitter le privé pour venir dans le public est difficile. Je pense que j'aperçois M. Idrissa, je ne sais pas si c'est lui, compagnon de galère aussi. C'est extrêmement difficile. Lansana. Je t'ai connu à Coca-Cola, etc. C'est des qu'on avait il y a 20 ans. Donc c'est un sacrifice à faire. Ensuite, ben, vous êtes mal vu parce qu'on considère que... etc. Et ça commence dans le cercle familial. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire au Premier ministre et je vais lui dire de tous nous auditer et de délivrer des cursus de gestion pour qu'on puisse se promener tranquillement dans Dakar. Bon, on m'a déconseillé de le faire sur autre chose. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup de ressources humaines au Sénégal, autant dans le mettre dans une logique d'innovation continue, par la régularité.